Mon cœur battait avec une joie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Lorsque j'ai vu Amélie descendre du taxi devant la maison de Valérie. Elle avait voyagé depuis les États-Unis pour me faire la surprise, sans me prévenir, après tout ce temps passé à travailler jour et nuit dans cette entreprise qui la consumait entièrement. J'ai couru vers elle comme une enfant, la serrant dans mes bras de toutes mes forces, tandis que les larmes coulaient sur mes joues ridées. Valérie avait préparé un déjeuner spécial, invitant quelques voisins pour célébrer l'arrivée de ma fille, que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an. La table était dressée avec la plus belle nappe de Valérie, celle brodée à la main qu'elle avait héritée de sa grand-mère et qu'elle n'utilisait que pour les très grandes occasions. Les assiettes brillaient sous la lumière de midi qui entrait par les fenêtres ouvertes, et l'arôme du poulet basquez remplissait toute la maison, se mêlant au parfum des fleurs du jardin que Valérie cultivait avec tant de soin. Julien, mon gendre, servait du vin rouge dans les verres, avec ce sourire qui m'a toujours paru trop parfait, trop étudié, comme s'il jouait un rôle dans une pièce de théâtre. Amélie était radieuse, bien qu'un peu fatiguée par le long voyage de plus de 12 heures, mais ses yeux brillaient de bonheur d'être ici avec moi après des mois sans nous voir. Ses mains paraissaient plus fines, son visage plus pâle, signe qu'elle travaillait beaucoup trop pour nous entretenir tous. Elle portait cette robe bleue que je lui avais offerte pour son anniversaire il y a 3 ans, la même que sur la photo qu'elle m'avait envoyée pour Noël, où elle souriait aux côtés de Julien dans un restaurant chic de New York. Les voisins discutaient avec animation, posant des questions sur la vie aux États-Unis, sur le travail d'Amélie dans cette entreprise de technologie où elle passait tant d'heures qu'elle avait à peine le temps de m'appeler. Madame Martin, la voisine d'à côté, ne cessait de répéter à quel point je devais être fière d'avoir une fille si brillante, si généreuse, si bonne, qui avait même acheté une petite ferme à sa mère. Monsieur Dubois hochait la tête, se souvenant du temps où Amélie était petite et montrait déjà cette détermination qui l'avait menée si loin. Valérie s'agitait nerveusement dans la cuisine, servant plus de nourriture, plus de vin, transportant des plats d'un côté à l'autre, comme si elle voulait garder tout le monde distrait. Chaque fois que nos regards se croisaient, elle baissait rapidement les yeux, comme si elle portait un secret qui lui faisait honte. Julien participait aux conversations avec cette faconde qui m'agaçait toujours, comme s'il était l'hôte de sa propre maison, racontant des anecdotes sur son travail, sur les voyages qu'il faisait, sur leur réussite aux États-Unis. Le déjeuner se déroulait entre rire et souvenirs. Amélie me parlant de son nouveau bureau, des projets qu'elle gérait, de combien la cuisine maison lui manquait. Je l'écoutais, fascinée, admirant cette femme forte et accomplie qui était sortie de mon ventre, qui avait grandi dans cette même maison où je vivais maintenant comme une intruse dans la remise au fond du jardin. Pendant le dessert, alors que Valérie servait la crème caramel qu'elle avait préparée spécialement pour Amélie, ma fille me prit la main avec cette tendresse que je lui connaissais depuis qu'elle était petite. Ses doigts étaient doux, mais fermes, et je pus sentir la bague de fiançailles que Julien lui avait offerte il y a 5 ans, quand tout semblait être un conte de fées parfait. « Maman », me dit-elle avec cette voix douce dont je me souvenais depuis son enfance. « Raconte-moi tout. Comment est ta vie dans la ferme que je t'ai offerte? Es-tu heureuse là-bas? Les animaux vont bien? As-tu planté les fleurs que tu voulais tant? Julien me dit que tu es très occupée avec la ferme, que c'est pour ça que tu ne peux pas beaucoup parler au téléphone. Il m'envoie des photos de toi travaillant dans les champs. Tu as l'air si contente. » Le silence s'abattit sur la table comme un fantôme glacial. J'eus l'impression que le monde s'arrêtait complètement et que tous les yeux se plantaient en moi comme des poignards acérés. Ma gorge se serra, mes mains se mirent à trembler, et les mots sortirent de ma bouche comme un murmure brisé qui résonna dans toute la pièce. La ferme, ma chérie, je vis dans la remise au fond du jardin de ta tante Valérie. Julien s'étouffa violemment avec son vin, toussant et crachant, tandis que le liquide rouge tachait sa chemise blanche en coton. Les verres tombèrent, les couverts résonnèrent contre les assiettes en porcelaine, et le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Amélie me regarda avec de grands yeux, ne comprenant rien, tandis que je sentais la terre s'ouvrir sous mes pieds et m'engloutir pour toujours.
Les invités échangèrent des regards gênés. Certains se baissèrent les yeux vers leurs assiettes à moitié vides, et d'autres s'agitèrent sur leurs chaises en osier. Valérie devint pâle comme un linge. Ses mains tremblèrent en posant le plat de crème caramel sur la table. Julien continuait de tousser sans pouvoir se contrôler. Ses yeux injectés de sang par l'effort, tandis qu'Amélie répétait encore et encore. « Comment ça, la remise ? De quoi tu parles ? Je l'ai, maman. Où est-ce la ferme que je t'ai achetée ?» Le vin de Julien avait éclaboussé toute la table, tachant la nappe blanche brodée de Valérie, et créant une flaque rouge qui ressemblait à du sang frais. Son visage avait complètement changé. Ce n'était plus le gendre souriant et parfait de toujours, mais un homme désespéré qui tentait de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait échappé des mains, comme de l'eau entre les doigts. Je restais assise là, sentant que 69 ans de vie s'effondraient en un instant, tandis que ma fille me regardait avec une expression que je ne pourrais jamais oublier. Un mélange de confusion, de douleur et de trahison qui me brisa l'âme en 1000 morceaux. Les autres convives gardaient un silence de mort, comme s'ils avaient été témoins d'un terrible accident dont ils ne pouvaient détourner le regard. La nourriture refroidit dans les assiettes. Le vin continua de goûter de la table sur le sol carrelé, et je sus que plus rien ne serait jamais pareil après ces mots qui étaient sortis de ma bouche, comme un cri de vérité, désespéré que j'avais gardé si longtemps. Tout a commencé il y a 3 ans, quand Amélie m'a appelée de New York avec une joie que je ne lui avais pas entendue depuis son enfance. « Maman, j'ai une surprise incroyable pour toi, » m'a-t-elle dit, avec cette voix excitée, qui me faisait sourire même à des milliers de kilomètres. Julien et moi avons économisé et nous voulons t'acheter une petite ferme où tu pourras être heureuse, où tu pourras avoir tes animaux et tes fleurs, comme tu en as toujours rêvé. Je suis restée sans voix, sentant mon cœur sortir de ma poitrine. Après toute une vie à travailler comme femme de ménage, à nettoyer les maisons des autres, à laver le linge d'autres familles, j'allais enfin avoir un petit bout de terre à moi. Amélie m'a expliqué qu'ils enverraient de l'argent tous les mois pour les frais, que Julien s'occuperait des virements parce qu'il comprenait mieux les banques et la paperasse. À cette époque, je vivais dans une chambre de bonne louée en centre-ville, un espace si petit que mon lit et une vieille armoire y tenaient à peine. Les murs étaient en briques. Nus, le plafond avait des fuites quand il pleuvait, et je partageais la salle de bain avec d'autres locataires. Mais la promesse d'Amélie m'a rempli d'espoir. Elle m'a fait croire que mes années de sacrifice seraient enfin récompensées. Julien m'a rendu visite 2 semaines plus tard, arrivant dans une voiture neuve qui brillait au soleil. Il avait des papiers dans une élégante mallette et m'a expliqué qu'il avait trouvé la ferme parfaite en périphérie de la ville, avec de la place pour des poules, un potager et même un petit étang. « Nathalie, » m'a-t-il dit avec ce sourire qui me paraissait alors sincère. « Amélie est si heureuse de pouvoir faire ça pour toi. Elle travaille jour et nuit en pensant à te donner une vie meilleure. » Il m'a remis même 1000 € en espèces, une somme que je n'avais jamais vue réunie de toute ma vie. « C'est pour que tu t'installes, » m'a-t-il dit. « Chaque mois, je t'enverrai plus d'argent pour les frais. Amélie veut que tu ne te soucies de rien, que tu profites simplement de ta nouvelle vie. » J'ai pleuré de gratitude, j'ai embrassé ses mains et je l'ai remercié de si bien prendre soin de ma fille et d'être si généreux avec moi. Mais les semaines ont passé et Julien ne revenait pas. Quand je l'appelais, il avait toujours une excuse. Les papiers de la ferme prenaient du temps, il y avait des problèmes juridiques, il valait mieux attendre encore un peu. Pendant ce temps, l'argent du loyer s'épuisait et le propriétaire de la chambre menaçait de me mettre à la rue si je ne payais pas. C'est alors que Valérie, la sœur de mon défunt mari, m'a proposé de rester temporairement chez elle. « C'est juste le temps que l'affaire de ta ferme se règle, » m'a-t-elle dit avec un sourire qui semblait compatissant, mais dont je sais maintenant derrière la maison, à côté de la buanderie, un espace humide et sombre où elle rangeait ses outils de jardinage et les vieilles choses qu'elle n'utilisait plus. La pièce avait une petite fenêtre donnant sur l'arrière-cour, un lit étroit avec un matelas qui s'affaissait au milieu,
et une armoire en métal rouillé où j'ai accroché mes quelques affaires. La nuit, j'entendais les bruits de la maison principale. La télévision, les conversations de Valérie avec ses amis, le son du micro-ondes chauffant son dîner. Moi, je dînais dans ma chambre, mangeant du riz avec des haricots que je cuisinais sur un réchaud électrique que j'avais acheté au marché aux puces. Julien apparaissait tous les 2 mois, toujours avec de nouvelles excuses concernant la ferme. « Les démarches sont très lentes, me disait-il, mais ne t'inquiète pas. Amélie envoie de l'argent pour ton entretien. » Il me donnait 100 euros, toujours 100 euros exactement, et me disait que c'était pour mes dépenses du mois. « Amélie travaille tellement qu'elle ne peut pas t'appeler directement, m'expliquait-il, mais elle t'envoie de ses amitiés et me dit qu'elle est très fière de toi. » Je vivais avec ces 100 euros comme je pouvais, achetant le moins cher au marché, portant les mêmes vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux, économisant chaque centime, car je savais qu'il devait me durer tout le mois. Valérie me faisait payer 50 euros pour la chambre et les charges. Il me restait donc 50 euros pour la nourriture, les médicaments et tout le reste. Certains jours, je ne mangeais qu'une fois. D'autres, je me débrouillais avec un peu de pain. Quand Amélie m'appelait, Julien était toujours à proximité, contrôlant la conversation. « Raconte à ta fille comme tu es heureuse dans la ferme, me disait-il avec un regard qui me faisait peur. Dis-lui que tu es très occupée avec les animaux, que c'est pour ça que tu ne peux pas beaucoup parler. » Et j'obéissais parce que je pensais qu'il était vrai qu'il m'emmènerait à tout moment dans cette ferme merveilleuse qu'Amélie avait achetée pour moi. Les mois sont devenus des années et je suis restée dans la remise de Valérie, voyant mon corps vieillir et devenir plus fragile sans jamais avoir mis les pieds sur cette terre promise. Julien me disait qu'Amélie était très occupée par un projet important à son travail, que c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas voyager, mais qu'elle demandait toujours de mes nouvelles et de celles de la ferme. Je me consolais en imaginant comment serait ma vie quand je déménagerais enfin. Je pensais aux poules que j'aurais, au potager où je cultiverais des tomates et des laitues, aux après-midi que je passerais à arroser les fleurs à l'ombre d'un grand arbre. Ces rêves étaient la seule chose qui me maintenait saine d'esprit pendant les longues nuits solitaires dans ma chambre humide. Mais au fond de mon cœur, une petite voix me disait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Amélie ne m'appelait-elle pas plus souvent? Pourquoi n'avais-je jamais vu de photos de la ferme? Pourquoi Julien n'avait-il toujours des excuses différentes? Ces questions me tourmentaient, mais je les étouffais parce que je ne voulais pas perdre l'espoir que ma fille m'avait vraiment offert la vie dont j'avais toujours rêvé. Le silence à table était devenu insupportable. Amélie me regardait avec les yeux pleins de larmes, le visage pâle comme si elle avait vu un fantôme. Julien n'avait cessé de tousser, mais continuait de s'essuyer la bouche avec sa serviette, la tachant de rouge, tandis que ses mains tremblaient visiblement. Les invités ne savaient pas où regarder. Certains jouaient nerveusement avec leurs couverts et d'autres feignaient de s'intéresser au reste de nourriture dans leurs assiettes. « Maman, je ne comprends rien, » murmura Amélie d'une voix brisée. « Comment ça, tu vis dans la remise? Julien m'a envoyé des photos de toi à la ferme, travaillant dans le potager, nourrissant les poules. Il me racontait que tu étais si occupée et heureuse que c'est pour ça que tu ne pouvais pas m'appeler souvent. » Julien se redressa sur sa chaise, essayant de retrouver ce sang-froid qui le caractérisait toujours. Sa voix sonna forcée quand il dit « Amélie, mon amour, ta mère est confuse. Ce doit être la fatigue du déjeuner. Tu sais comment sont les personnes âgées parfois. Bien sûr qu'elle a sa ferme. Seulement, eh bien, parfois elle vient rendre visite à Valérie et reste quelques jours. » Mais je ne pouvais plus me taire. 3 ans d'humiliation, de mensonges, de faim, pendant qu'il gardait l'argent de ma fille. Tout cela a explosé en moi comme un volcan qui avait été endormi trop longtemps. Je me suis levée, sentant les forces me venir d'un endroit profond que je ne savais pas que j'avais. « Je ne suis pas confuse », ai-je crié, et ma voix a résonné dans toute la maison. Cela fait 3 ans que je vis dans la remise en mangeant du riz et des haricots, pendant que cet homme me donne 100 euros par mois en me disant que c'est tout ce que tu envoies. Je n'ai jamais vu de ferme.
Je n'ai jamais eu de poule. Tout a été un mensonge. » Amélie se leva si vite qu'elle fit basculer sa chaise. « 100 € Julien, je t'envoie 800 € tous les mois pour les frais de ma mère. Où est-ce le reste de l'argent ?» Sa voix avait complètement changé. Ce n'était plus la fille douce et fatiguée, mais une femme furieuse qui exigeait des réponses. Julien se leva aussi, essayant de garder le contrôle. « Amélie, chérie, je crois qu'il y a un malentendu. Ta mère exagère, tu sais comment elle est. Les frais de la ferme sont élevés. L'entretien, les impôts, les ouvriers. 100 €, c'est ce qui lui reste après toutes les dépenses. »« Menteur !» lui ai-je crié au visage, m'approchant si près que je pouvais voir la sueur perler sur son front. « Il n'y a pas de ferme, pas d'ouvriers, il n'y a rien. Il y a seulement une chambre humide où je dors dans un lit qui s'enfonce, où je mange 1 fois par jour, si j'ai de la chance. » Valérie parla enfin. Sa voix n'était qu'un murmure. « Amélie, c'est vrai. Ta mère vit ici dans la remise. Je pensais que tu le savais, que c'était un arrangement temporaire jusqu'à ce qu'elle déménage dans sa ferme. Julien m'a dit que c'était juste pour quelques mois. » Le visage d'Amélie se décomposa complètement. Elle se tourna vers Julien avec une fureur que je ne lui avais jamais vue, même enfant, lorsqu'elle était en colère. « Montre-moi les photos, » lui dit-elle d'une voix glaciale. « Montre-moi les photos que tu dis avoir prises de ma mère à la ferme. » Julien sortit son téléphone avec des mains tremblantes, cherchant parmi les images. « Les voilà, regarde, ta mère travaillant dans le potager, nourrissant les poules. » Mais quand il montra l'écran, Amélie le regarda quelques secondes et son visage se remplit d'une incrédulité totale. « Cette photo est retouchée !» cria Amélie en lui arrachant le téléphone. « Le visage de ma mère est collé sur le corps de quelqu'un d'autre. Ça se voit même aux couleurs. Comment as-tu pu faire ça ? Comment as-tu pu me tromper de cette manière ?» Les invités commencèrent à murmurer entre eux. Certains se levèrent, clairement mal à l'aise. Monsieur Dubois secouait la tête en murmurant « Quelle honte ! Quelle honte !» Madame Martin se signa et chuchota une prière. Julien tenta de récupérer le téléphone, mais Amélie l'éloigna de lui comme s'il était empoisonné. « Ne me touche pas, » lui dit-elle d'une voix qui glaçait le sang. « N'ose pas me toucher après ce que tu as fait. Tu as volé l'argent de ma mère. Tu l'as maintenue dans la misère pendant que je travaillais comme une folle, pensant qu'elle vivait bien. Amélie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Julien tenta de s'approcher d'elle, mais Amélie recula comme s'il était un étranger dangereux. « Il n'y a rien à expliquer, » cria-t-elle. « Tu mens depuis 3 ans. Tu as volé l'argent que j'envoyais pour ma mère. Tu m'as envoyé de fausses photos. Qu'as-tu fait d'autre dans mon dos ?» Je sentis que quelqu'un me croyait enfin, que la vérité éclatait enfin au grand jour après tant de temps à vivre dans l'ombre. Mais je ressentis aussi une douleur profonde en voyant la souffrance dans les yeux de ma fille, en réalisant qu'elle avait travaillé sans relâche, croyant m'offrir une vie meilleure. Julien regarda vers la porte, comme s'il calculait s'il pouvait s'échapper. Sa chemise trempée de sueur et de vin, son visage rouge et décomposé, il ne restait plus rien de l'homme élégant et sûr de lui qu'il avait été pendant toutes ces années. Il n'était qu'un voleur démasqué, un menteur découvert, un lâche qui avait vécu de la générosité d'une fille qui aimait sa mère. « Partons d'ici, maman, » me dit Amélie, me prenant le bras fermement, mais avec tendresse. « Nous devons parler seuls. J'ai besoin de connaître toute la vérité. » Et tandis que nous nous dirigeons vers la porte, je pouvais entendre Julien balbutier des excuses que plus personne n'était disposé à écouter. Nous sommes sortis de la maison de Valérie, sous le regard de tous les voisins qui s'étaient approchés de leurs fenêtres et de leurs portes, attirés par les cris qui avaient résonné dans tout le quartier. Amélie me tenait le bras avec une force protectrice que je n'avais pas sentie depuis mon enfance, quand elle me défendait des enfants qui se moquaient de mes dans la rue pavée, nous éloignant du scandale que nous avions laissé derrière nous. Nous n'avions même pas atteint le coin de la rue quand j'ai entendu une voix familière nous crier de l'autre côté de la rue. « Nathalie, Nathalie, attendez !» C'était Monique,
ma voisine d'en face, une femme de 62 ans qui me saluait toujours avec gentillesse, mais avec qui je n'avais jamais eu de conversation approfondie. Elle a couru vers nous avec une agilité surprenante pour son âge, ses sandales claquant sur le trottoir. « Ma petite, » dit-elle à Amélie, sans cérémonie. « Je suis Monique, je vis en face de chez Valérie. J'ai observé tout ce temps et je dois vous parler de votre mère. » Sa voix avait une urgence qui me fit trembler, comme si elle avait attendu ce moment pendant des années. Amélie la regarda avec des yeux encore rouges de larmes et de rage. « Madame Monique, enchantée. Je suis Amélie, la fille de Nathalie. Que voulez-vous dire par « vous avez observé » ? Sa voix était fatiguée, mais attentive, comme si elle se préparait à recevoir d'autres coups. Monique nous regarda toutes les deux, puis désigna un petit parc à une 50aine de mètres. « Allons nous asseoir là-bas, où nous pourrons parler tranquillement. Ce que j'ai à vous dire ne se dit pas dans la rue. » Nous avons marché jusqu'au parc en silence. Je tremblais intérieurement, me demandant quels autres secrets allaient être révélés en ce jour qui avait commencé avec tant de joie. Nous sommes assises sur un banc en ciment à l'ombre d'un manguier. Monique prit mes mains entre les siennes, qui étaient chaudes et rugueuses après des années de travail. « Nathalie, pardonnez-moi de ne pas avoir parlé plus tôt, mais je ne savais pas comment faire sans tout gâcher. Je pensais que vous saviez ce qui se passait et que vous aviez peut-être vos raisons de ne rien dire. » Amélie se pencha en avant, son attention entièrement portée sur Monique. « S'il vous plaît, racontez-nous tout ce que vous savez. J'ai besoin de comprendre ce qui est vraiment arrivé à ma mère pendant toutes ces années. » Monique soupira profondément, comme si elle était sur le point de se décharger d'un poids qu'elle portait depuis longtemps. « Écoutez, ma petite, je vois tout de ma fenêtre. Je vois votre mère sortir tôt le matin pour faire ses courses au marché avec son petit sac en toile, achetant toujours le moins cher, comptant toujours les pièces 2 fois avant de payer. Je vois quand il pleut et qu'elle court mettre des seaux dans sa chambre parce que le toit fuit. Je vois quand elle s'assoit dans l'arrière-cour pour manger son repas seul. Toujours le même repas. Du riz, des haricots, et si elle a de la chance, un œuf. Je vois quand Julien arrive dans sa voiture neuve, reste 10 minutes et repart sans même lui demander comment elle va. » Amélie me regarda, le cœur brisé. « Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi as-tu supporté tout ça en silence ?» Sa voix se cassa en posant la question que j'avais tant redoutée. Je baissai les yeux, sentant la honte me brûler les joues. « Ma chérie, il me disait que tu étais très occupée, que tu avais beaucoup de problèmes au travail, qu'il ne fallait pas t'inquiéter avec mes affaires. Il me disait qu'il m'emmènerait bientôt à la ferme, que tout était temporaire. Je ne voulais pas être un fardeau pour toi. Je ne voulais pas que tu penses que ton sacrifice avait été vain. » Monique serra mes mains plus fort. « Nathalie, vous n'avez jamais été un fardeau pour personne. Je vous ai vu vous occuper du jardin de Valérie sans qu'elle vous le demande, balayer le trottoir de tout le quartier le dimanche, aider Madame Martin quand elle est malade. Vous êtes la personne la plus généreuse que je connaisse. Mais j'ai vu d'autres choses aussi, » continua Monique en regardant directement Amélie. « J'ai vu Juliane arriver avec des femmes différentes quand Valérie n'est pas à la maison. Une femme brune, élégante, qui arrive en taxi et reste plusieurs heures. J'ai toujours pensé que c'était sa sœur ou une cousine, mais j'ai ensuite réalisé que ce n'était pas de la famille. » Le visage d'Amélie devint blanc comme du papier. Quel genre de femme ? À quelle fréquence venait-elle ? Sa voix n'était qu'un murmure, comme si elle ne voulait pas entendre la réponse. « Une en particulier vient souvent, peut-être 1 fois par mois, jeune, jolie, toujours bien habillée. Un jour, je les ai vues s'embrasser dans la voiture avant qu'elles ne descendent. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas si je devais m'en mêler ou non. » Monique parlait avec précaution, comme si elle assemblait les pièces d'un puzzle très douloureux. Amélie se leva brusquement, commençant à marcher en ronde autour du banc. « Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Comment qu'ai-je pu être si aveugle ? Comment n'ai-je rien remarqué ?» Elle porta les mains à sa tête, se tirant les cheveux de désespoir. Monique me regarda avec des yeux pleins de compassion. « Nathalie, y a-t-il autre chose que vous devez savoir ?
Cette femme qui vient de voir Julien, je l'ai vue sortir de la banque du centre-ville avec lui. Je les ai vus il y a environ 2 mois. Ils sortaient ensemble, portant des dossiers. Très contents, tous les deux. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ça semblait important. Je sentis le monde vaciller à nouveau, la banque. Que pouvait-il bien faire à la banque? Ma voix semblait lointaine, comme si elle ne m'appartenait pas. Amélie cessa de marcher et nous regarda fixement. « Monique, j'ai une très grande faveur à vous demander. Pourriez-vous nous accompagner? Je crois que nous allons avoir besoin de témoins pour tout ce qui se passe. Et vous connaissez ma mère mieux que moi en ce moment. Vous avez veillé sur elle de loin quand je ne pouvais pas le faire. » Monique se leva sans hésiter. « Bien sûr, ma petite. Votre mère mérite justice, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. » Je suis restée silencieuse trop longtemps, à la regarder souffrir en silence. Il est temps que quelqu'un parle pour elle. Mais pour la première fois depuis des années, je sentis que je n'étais pas seule. J'avais retrouvé ma fille, j'avais une alliée inattendue, en la personne de Monique, et enfin, la vérité éclatait. Mais je savais aussi que le pire était à venir, que les révélations de ce jour n'étaient que le début d'une vérité bien plus sombre et douloureuse. « Venez avec moi, » me dit Monique avec détermination. « Je veux que vous voyiez exactement comment vit Nathalie. Je veux qu'Amélie comprenne parfaitement la situation de sa mère. » Nous sommes retournés vers la maison de Valérie, mais cette fois, Monique nous a fait passer par la ruelle latérale qui donnait directement sur l'arrière-cour, évitant l'entrée principale où Julien essayait sûrement encore d'inventer d'autres excuses. La ruelle était étroite et sentait l'eau stagnante, avec des flaques qui ne séchaient jamais complètement et des murs tachés d'humidité. Amélie marchait derrière moi et je pouvais entendre sa respiration devenir plus agitée à chaque pas. « C'est par là que votre mère doit entrer et sortir tous les jours, » expliqua Monique, parce que Valérie lui a dit qu'elle ne pouvait pas utiliser la porte principale pour ne pas déranger les invités. Nous sommes arrivés dans l'arrière-cour et Monique a désigné ma chambre. La voilà. Cette remise à côté de la buanderie où Valérie range les vieux outils et les objets dont elle ne se sert plus. La construction était en briques, nues, avec une porte en bois écaillée et une petite fenêtre aux vitres embuées par l'humidité. Le toit en tôle de zinc avait des taches de rouille et de petits trous par lesquels l'eau s'infiltrait quand il pleuvait. Amélie s'approcha lentement, comme si elle était dans un terrible cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. « Maman, c'est ici que tu as vécu toutes ces années ?» Sa voix n'était qu'un fil, brisé par l'incrédulité et la douleur. J'ai ouvert la porte avec la clé rouillée que je portais toujours dans ma poche. La pièce fut envahie par cette lumière pâle du crépuscule qui filtrait par la fenêtre sale. Amélie entra derrière moi et resta paralysée au centre de l'espace, qui mesurait à peine 3 mètres sur 3. Le lit simple occupait près de la moitié de la pièce avec son matelas affaissé au milieu, où mon corps avait laissé sa marque après 3 ans d'utilisation. « Mon Dieu !» murmura Amélie, en portant la main à sa bouche. « Mon Dieu, maman, comment as-tu pu vivre ici ?» Ses yeux parcoururent chaque recoin, l'armoire en métal rouillé où pendaient mes quelques vêtements, le réchaud électrique sur une petite table bancale, les seaux dans les coins pour recueillir l'eau des fuites. Monique entra aussi et désigna le plafond. Regardez les taches d'humidité. En hiver, quand il pleut fort, Nathalie doit mettre des seaux partout. L'eau s'infiltre par le toit et par les murs. Je l'ai vue devoir sécher ses vêtements et ses draps au soleil encore et encore, parce qu'ils sont trempés par l'humidité. Amélie s'approcha de l'armoire et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait 3 robes délavées, 2 chemisiers rapiécés, un pull troué et une paire de chaussures usées qu'elle reconnut immédiatement. « Ce sont les chaussures que je t'ai offertes pour ton anniversaire il y a 5 ans, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tu n'as pas pu t'acheter de nouvelles chaussures. Elles sont complètement usées. » Pendant tout ce temps, je baissai les yeux, sentant que la honte me brûlait les joues. « Ma chérie, avec 100 € par mois, c'est difficile. 50 € partent pour la chambre, et avec les 50 autres, je dois manger, acheter des médicaments quand je suis malade et tout le reste. Les chaussures,
neuves ne sont pas une priorité quand parfois on n'a même pas de quoi manger. Monique ouvrit la fenêtre qui grinça avec un bruit métallique terrible. Cette fenêtre ne ferme pas bien. Les nuits froides, le vent s'infiltre, et Nathalie doit se couvrir avec toutes les couvertures qu'elle a. Mais là, quand même, elle a quand même froid. Je l'ai vue de ma maison, assise sur le lit avec une couverture sur elle, mangeant son dîner froid parce que le réchaud ne fonctionne pas bien. Amélie s'assit sur le lit et le matelas s'enfonça tellement qu'il touchait presque le sol. Elle porta les mains à son visage et se mit à pleurer avec un son déchirant qui me brisa l'âme. J'ai envoyé 800 € tous les mois en pensant que tu vivais bien. J'ai travaillé 12 heures par jour, sacrifiant ma santé, en pensant qu'au moins tu étais à l'aise et heureuse. « Regarde ça !» dit Monique en ouvrant d'une petite boîte en métal que je gardais sous le lit. Ici, Nathalie garde ses médicaments et ses papiers importants. Tu vois ces comprimés pour la tension ? Ils sont périmés depuis 6 mois, mais elle ne peut pas en acheter de nouveaux car elle n'a pas d'argent. Tu vois ces reçus ? Ce sont les achats du marché. Du riz, des haricots, de l'huile bon marché. Toujours les mêmes choses. Amélie prit les reçus avec des mains tremblantes et les lut un par un. 3 € de riz, 4 € de haricots, 2 € d'huile. Maman, c'est tout ce que tu achètes pour manger ? Comment peux-tu te nourrir avec si peu d'argent ? Parfois, Madame Martin m'apporte un peu de soupe quand elle en fait en plus, admis-je d'une petite voix. Et Monique m'a aidée quelquefois quand j'étais malade et que je ne pouvais pas sortir faire les courses. Mais je ne veux être un fardeau. Pour personne, ma chérie. J'essaie de me débrouiller comme je peux. Monique désigna un coin où il y avait une pile de lettres mouillées et froissées. Ce sont les lettres que Nathalie t'écrivait. Mais qu'elle n'envoyait jamais. Elle les écrivait quand elle se sentait très seule, quand parler avec toi lui manquait. Mais Julien lui disait de ne pas te déranger, que tu étais trop occupée pour lire les lettres de ta mère. Amélie se leva et prit les lettres, qui étaient jaunies par l'humidité et le temps. Elle en ouvrit une au hasard et commença à lire à voix haute, sa voix se brisant à chaque mot. « Ma chère Amélie, aujourd'hui j'ai eu 68 ans et personne ne s'en est souvenu. Julien est venu dans l'après-midi m'apporter l'argent, mais il est parti vite car il était pressé. Ta voix me manque, tes étreintes me manquent. Le sentiment d'être importante pour quelqu'un me manque. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie continua à lire une autre lettre. « Chère fille, la nuit dernière, il a plu très fort et ma chambre a été inondée. J'ai dû dormir assise sur la chaise parce que le lit était trempé. J'ai pensé à toi et à combien tu travailles dur pour me donner une vie meilleure, et je me suis sentie coupable de ne pas être plus reconnaissante. » Monique me posa la main sur l'épaule. Nathalie ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé d'aide, mais je l'ai vue pleurer la nuit, assise sur cette chaise, regardant les étoiles par la fenêtre. Je l'ai vue compter ses pièces encore et encore, pour voir si elle avait assez pour acheter un peu de poulet. Juste un tout petit peu pour varier son régime. Amélie se leva brusquement, les lettres serrées contre sa poitrine. « Ça suffit. Ça s'arrête maintenant. Maman, tu ne vivras plus jamais comme ça. Tu n'auras plus jamais faim. Tu ne dormiras plus jamais dans cet endroit horrible. » Sa voix avait complètement changé. C'était maintenant la voix d'une femme forte et décidée qui avait pris une décision irréversible. « Mais avant, » continua Amélie, les yeux remplis d'une fureur froide, « nous allons découvrir exactement ce que Julien a fait de mon argent. Nous allons trouver cette femme que Monique a vue avec lui. Nous allons aller à la banque et nous allons exiger des réponses. Ce fils de chienne va payer pour chaque larme qu'il t'a fait verser. » Le lendemain, très tôt le matin, Amélie frappa à la porte de ma chambre avec une détermination que je ne lui avais pas vue depuis qu'elle était enfant et qu'elle affrontait les brutes de l'école qui me harcelaient. « Maman, habille-toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir toute la vérité. Monique va nous accompagner et nous allons aller à la banque où Julien était avec cette femme. » Sa voix était ferme, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle avait passé une nuit blanche, probablement à pleurer et à planifier chaque étape de ce que nous allions faire.
Monique arriva ponctuellement à 8 heures du matin. Vêtue de ses plus beaux habits et portant un grand sac où elle avait mis un carnet, un stylo et même un vieil appareil photo qu'elle avait trouvé chez elle. « Si nous faisons ça, nous allons le faire bien », nous dit-elle avec cette détermination, que seules ont les femmes qui ont assez vécu pour ne pas avoir peur d'affronter l'injustice. Nous avons pris un taxi pour le centre-ville, jusqu'à la banque principale où Monique avait vu Julien avec la femme mystérieuse. Pendant le trajet, Amélie n'arrêtait pas de poser des questions sur tout ce que ma voisine avait observé. « Monique, vous vous souvenez exactement quel jour vous les avez vus? Comment était cette femme? Ils semblaient bien se connaître? Ils avaient des documents quand ils sont sortis? » « C'était un mardi matin, il y a environ 2 mois, répondit Monique en consultant des notes qu'elle avait prises dans son carnet. La femme était brune, grande, élégante. Elle portait une robe rouge et des talons hauts. On voyait qu'elle avait de l'argent par ses vêtements et ses bijoux. Quand ils sont sortis de la banque, elle portait une grosse mallette et Julien avait des papiers à la main. Ils se sont dit au revoir avec un baiser sur la joue, mais très affectueux, pas comme un adieu professionnel. En arrivant à la banque, Amélie se dirigea directement vers le bureau d'information. Bonjour, j'ai besoin de parler au directeur au sujet des comptes de ma famille. C'est une affaire très sérieuse. Son ton était si professionnel et autoritaire que la réceptionniste n'hésita pas à appeler immédiatement le directeur. Monsieur Lefebvre, un homme d'une 50aine d'années à l'air sérieux mais aimable, nous reçut dans son bureau privé. Amélie lui expliqua la situation avec une précision qui me surprit. Elle avait tout préparé, elle avait des copies des virements qu'elle avait envoyés, mon document d'identité et même une lettre m'autorisant à vérifier tout compte à mon nom. « Monsieur Lefebvre, » dit Amélie d'une voix ferme. « Pendant 3 ans, j'ai envoyé 800 € par mois pour ma mère, par l'intermédiaire de mon mari, Julien. Il m'assurait avoir ouvert un compte ici pour faciliter les virements, mais j'ai découvert que ma mère ne reçoit que 100 € par mois. J'ai besoin de savoir ce qui se passe avec mon argent. » Le directeur consulta ses dossiers sur l'ordinateur, fronçant les sourcils en naviguant entre les écrans. « Il y a bien un compte au nom de Nathalie Salinas ouvert il y a 3 ans, mais, madame, ce compte n'affiche que des dépôts de 100 € par mois, pas 800. Il n'y a aucune trace de virement plus important. » Amélie pâlit. « C'est impossible. J'ai envoyé 800 € tous les mois par l'intermédiaire de l'entreprise de virement de Julien. Pouvez-vous vérifier s'il y a d'autres comptes au nom de ma mère ou de Julien qui pourraient être liés? » Monsieur Lefebvre tapa plus d'informations. Voilà quelque chose d'intéressant. Julien apparaît comme co-titulaire d'un compte d'épargne ouvert il y a 2 ans et demi. Ce compte a reçu des dépôts réguliers de 700 € par mois. Mais l'autre titulaire n'est pas vous, Madame Salinas. C'est une femme nommée Valérie Martin. Je sentis le monde s'effondrer à nouveau. Valérie Martin, ma belle-sœur Valérie, elle a un compte avec Julien. Ma voix sonnait comme un écho lointain, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Oui, madame. Et d'après les mouvements, ce compte a été très actif. Retraits fréquents, virements vers d'autres comptes, paiements de services. Il semble que cette dame Valérie et monsieur Julien aient géré une somme d'argent considérable ensemble. Le directeur nous montra l'écran de son ordinateur, où nous pouvions voir des chiffres que je ne comprenais pas, mais qui représentaient clairement bien plus d'argent que ce que j'avais vu de toute ma vie. Monique se pencha en avant. « Monsieur, ce compte a-t-il des mouvements d'autres dépôts, en plus des 700 € mensuels ?» Son intuition de femme expérimentée avait détecté quelque chose que nous avions négligé. Effectivement, il y a des dépôts supplémentaires de diverses sources, des virements depuis les États-Unis qui ne correspondent pas aux envois de Madame Amélie, des dépôts en espèces qui totalisent des montants importants. Ce compte a brassé beaucoup plus d'argent que ce qui correspondrait uniquement aux envois familiaux. Amélie explosa. « Valérie, ma propre belle-sœur m'a volé. » Elle avait été comprise si brusquement qu'elle fit basculer sa chaise. « Monsieur Lefebvre, j'ai besoin de tous les relevés de ce compte.
J'ai besoin de voir exactement ce qu'ils ont fait de mon argent. » Le directeur hésita un instant. « Madame Amélie, légalement, je ne peux pas vous donner les informations d'un compte qui n'est pas à votre nom. Mais si vous déposez une plainte, les autorités pourront demander ces informations officiellement. »« Alors nous ferons exactement cela, » dit Amélie d'une voix d'acier. « Mais avant, pouvez-vous nous dire si Julien et Valérie sont venus ici récemment? Ont-ils fait une transaction importante dernièrement? » « La semaine dernière, ils étaient ici. Ils ont effectué un virement international important et retiré une somme considérable en espèces. Ils se sont également renseignés sur les investissements et les certificats de dépôt à long terme. » Le directeur semblait de plus en plus mal à l'aise avec la situation, mais il continuait de collaborer car il était évident que quelque chose n'allait pas. Monique sortit son carnet et commença à noter les dates et les montants. « Vous souvenez-vous si la femme qui accompagnait Julien était brune, grande, élégante? Portait-elle une robe rouge? » Ces questions étaient précises, comme celles d'une détective expérimentée. « Oui, exactement. Une femme élégante, bien habillée. Il semblait très bien connaître toutes les procédures bancaires. Ce n'était pas la première fois qu'ils effectuaient des transactions ensemble. En fait, ce sont des clients réguliers depuis 2 ans. » Amélie se tourna vers moi, les yeux remplis de larmes de rage. « Maman, Valérie savait tout. Elle savait que j'envoyais de l'argent pour toi. Elle savait que tu vivais comme une indigente dans son arrière-cour. Et pourtant, elle a continué à me voler mois après mois. Elle te laissait vivre dans ces conditions horribles pendant qu'elle et Julien gardaient mon argent. » Je ne pouvais pas parler. La trahison de Valérie me faisait plus mal que celle de Julien. Elle était de la famille, la sœur de mon défunt mari, la femme qui m'avait aidée en me donnant cette chambre horrible où j'avais vécu comme une mendiante pendant 3 ans. Et pendant tout ce temps, elle m'avait volé, utilisant ma souffrance pour s'enrichir. « Il y a plus, » continua le directeur en consultant d'autres dossiers. « Ce compte est lié à une société commerciale. Julien et Valérie apparaissent comme associés d'une petite affaire immobilière. Ils ont acheté de petites propriétés avec l'argent de ce compte. » « Des propriétés ?» demanda Amélie d'une voix tremblante. « Quel genre de propriétés ?»« De petits appartements à louer, un local commercial. Et voici quelque chose d'intéressant. Ils ont acheté un terrain agricole l'année dernière, un terrain qui, selon les documents, devait être utilisé pour l'agriculture et l'élevage. » Le directeur nous regarda d'un air grave. « Ce n'est peut-être pas une coïncidence que vous attendiez une ferme. » Amélie porta les mains à sa tête. « Ils ont acheté un terrain avec mon argent. Ils allaient sûrement dire que c'était la ferme de ma mère. Ils allaient continuer à me voler de l'argent en disant que c'était pour entretenir une ferme qu'ils avaient achetée avec mon propre argent. » Monique referma son carnet avec force. « Les filles, c'est plus grave que ce que nous pensions. Non seulement ils ont volé l'argent d'Amélie, mais ils ont monté toute une affaire en utilisant cet argent. Et Nathalie a été la victime parfaite, isolée, sans contact direct avec sa fille, vivant dans des conditions qui la rendaient trop honteuse pour se plaindre. Nous sommes sortis de la banque avec plus d'informations que nous n'en avions espéré, mais aussi avec plus de douleur que nous ne pouvions en supporter. » Amélie marchait comme un zombie, répétant sans cesse. « Ma propre belle-sœur, la sœur de son père. Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu faire ça à ma mère? » Mais je savais que ce n'était que le début. Si Valérie et Julien étaient allés si loin, s'ils avaient monté toute une affaire avec l'argent volé, il y avait sûrement d'autres secrets à découvrir. Et quelque chose me disait que la femme élégante que Monique avait vue n'était pas seulement une associée. Il y avait quelque chose de plus sombre derrière tout cela, quelque chose que nous n'avions pas encore découvert. Le même après-midi, Amélie loua une voiture et conduisit avec une détermination féroce vers la maison de Valérie. J'étais sur le siège passager, sentant mon cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine, tandis que Monique, sur la banquette arrière, ne cessait de relire ses notes et de murmurer des mots de soutien. « Tranquille, Nathalie. Aujourd'hui, ta souffrance prend fin. Aujourd'hui, ces voleurs vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. » En arrivant,
nous vîmes la voiture de Julien garée devant l'entrée, brillant sous le soleil de l'après-midi, comme une insulte à toutes les années que j'avais passées. À compter les pièces pour acheter un morceau de pain. Amélie coupa le moteur et se tourna vers moi avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Froide, calculatrice, pleine d'une fureur contrôlée qui faisait peur. « Maman, quand nous entrerons, je veux que tu leur dises exactement ce que tu ressens. Ne te retiens pas, n'aie pas peur. N'essaie pas d'être poli, ils ne méritent pas ta considération. » Nous avons frappé à la porte principale, cette porte que l'on ne m'avait jamais permis d'utiliser en 3 ans. Valérie ouvrit avec un sourire qui s'effaça immédiatement en nous voyant toutes les 3 plantées là comme un tribunal. « Amélie, quelle surprise !»« Nathalie, que faites-vous ici si formelle ? Entrez, entrez. » Sa voix était nerveuse, forcée, comme si elle jouait un rôle qui ne lui allait plus. « Non, Valérie, » dit Amélie d'une voix de glace. « Cette conversation aura lieu ici, dans le salon, où Julien pourra entendre tout ce que nous avons à dire. » Nous sommes entrés sans attendre d'invitation et avons trouvé Julien assis sur le canapé avec une bière à la main, regardant la télévision comme si rien ne s'était passé la veille. En nous voyant, Julien se leva lentement, son visage passant de la surprise à l'inquiétude, puis à quelque chose qui ressemblait à une panique maîtrisée. « Tout est dit, Amélie, chérie, quelle bonne chose que tu viennes. Nous pouvons parler tranquillement du malentendu d'hier. Tu sais comment sont les personnes âgées, parfois elles se confondent. »« Tais-toi » lui cria Amélie avec une telle force que Julien recula comme s'il avait été giflé. « N'ose plus mentir, nous venons de la banque. Nous savons tout. Nous savons pour le compte avec Valérie. Nous savons pour l'argent volé. Nous savons pour les propriétés que vous avez achetées avec mon argent. » Valérie devint pâle comme un linge et se laissa tomber sur une chaise. « Amélie, je peux expliquer ?» Sa voix n'était qu'un murmure, mais Amélie ne la laissa pas continuer. « Il n'y a rien à expliquer. » Amélie sortit de son sac les papiers qu'elle avait obtenus de la banque. 700 € par mois pendant 2 ans et demi. Plus de 20 000 € que vous avez volés pendant que ma mère vivait comme une indigente dans une chambre qui ne conviendrait même pas à des animaux. Julien tenta de s'approcher d'Amélie, mais elle le repoussa de la main. « Mon amour, laisse-moi t'expliquer. Valérie et moi, nous investissions cet argent pour faire fructifier les économies de ta mère. Nous allions tout lui donner d'un coup quand il y aurait une somme importante. C'était une surprise. »« Menteur !» cria Monique en sortant son carnet. « Je vous ai vu vous embrasser. Je vous ai vu sortir de la banque comme des amoureux. Vous deux, vous avez une liaison pendant que vous volez l'argent d'Amélie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien et Valérie se regardèrent comme 2 criminels pris la main dans le sac. Amélie les observait avec un mélange de dégoût et de fascination, comme si elle regardait des créatures d'une autre planète. « C'est vrai, demanda Amélie d'une voix tremblante. « Vous deux, pendant que je travaillais comme une folle pour entretenir ma famille, tu me trahissais avec ma propre belle-sœur ?» Valérie se leva brusquement. « Amélie, ce n'est pas ce que tu penses. Julien et moi, nous sommes juste des partenaires en affaires. » Monique est confuse. Elle voit des choses qui n'existent pas. Mais sa voix s'était désespérée, comme celle de quelqu'un qui sait que son mensonge ne tient plus. « Partenaires en affaires », se moqua Amélie. « Oui, partenaires pour me voler. Partenaires pour maintenir ma mère dans la misère. Partenaires pour me faire travailler comme une esclave pendant que vous dépensiez mon argent dans vos aventures. » Julien tenta une dernière manœuvre désespérée. « Amélie, écoute-moi. C'est vrai que Valérie et moi nous sommes rapprochés. Mais tout l'argent est là. Investi dans des propriétés qui donneront à ta mère un revenu à vie. Nous pouvons aller voir le terrain que nous avons acheté pour sa ferme. Maintenant, si tu veux, le terrain que vous avez acheté avec mon argent. » Amélie s'approcha si près de Julien que je pusse voir les veines gonflées sur son cou. « Ce terrain devrait être au nom de ma mère, pas au vôtre,
Et pendant que vous achetiez des terres avec mon argent, ma mère mourait de faim dans une chambre. Je trouvais ma voix, une voix forte et claire que je ne savais pas avoir encore en moi. Valérie, lui dis-je en la regardant droit dans les yeux. Tu savais que je comptais mes pièces pour acheter à manger. Tu savais que je mangeais 1 fois par jour. Tu savais que je me couchais le ventre vide et que je me réveillais le ventre vide. Et pourtant, chaque fois que Julien venait te voir, tu le recevais avec des sourires pendant que vous vous partagiez l'argent de ma fille. Valérie tenta de parler, mais je n'avais pas fini. Tu m'as laissé vivre dans cette chambre horrible, sans chauffage, avec des fuites, avec des rats, pendant que tu dormais confortablement dans ton lit, sachant que tu avais des milliers de dollars volés à la banque. Tu m'as vu porter les mêmes vêtements pendant des années. Tu as vu mes chaussures se défaire. Tu m'as vu prendre des pilules périmées parce que je n'avais pas d'argent pour acheter de nouveaux médicaments. Julien tenta d'intervenir, mais Amélie le fit taire d'un regard qui aurait pu faire fondre du métal. « Toi, lui dit-elle en le pointant du doigt, tu m'envoyais de fausses photos. Tu as inventé une ferme qui n'existait pas. Tu m'as fait travailler 12 heures par jour, en croyant que je donnais une vie digne à ma mère, pendant que toi et ton amante dépensiez mon argent pour vos caprices. » Monique s'approcha de Valérie avec son vieil appareil photo. « Et maintenant, nous allons documenter tout cela. Nous allons prendre des photos de la chambre où vivait Nathalie. Nous allons enregistrer vos aveux et nous assurer que tout le monde sache quel genre de personne vous êtes. » Julien devint désespéré. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai une famille, j'ai une réputation. Si cela se sait, vous allez détruire ma vie. » Sa voix avait perdu toute son arrogance. Ce n'était plus qu'un homme effrayé implorant la clémence. « Ta réputation ?» Amélie rit d'un rire amer qui glaçait le sang. « Tu t'inquiètes pour ta réputation après ce que tu as fait à une femme de 69 ans? Après lui avoir volé sa dignité, sa santé, son espoir ?» Valérie s'agenouilla devant moi, les larmes aux yeux. « Nathalie, pardonne-moi, je ne savais pas que tu souffrirais autant. Je pensais que tu comprenais que c'était temporaire, que nous te donnerions ta part éventuellement. » Mais je ne ressentais plus rien pour elle. Même pas de la haine, juste une froideur profonde envers quelqu'un qui s'était avéré être une étrangère. « Lève-toi, Valérie, » lui dis-je calmement. « Je ne veux pas de ton pardon. Je veux que tu rendes chaque centime que tu as volé. Je veux que tu donnes à Amélie tous les documents des propriétés que vous avez achetées avec son argent. Et je veux que tu saches que jamais, jamais, de ce qu'il me reste de vie, je ne t'adresserai plus la parole. » Amélie sortit son téléphone. « Maintenant, nous allons appeler un avocat. Nous allons récupérer chaque euro que vous avez volé. » Et elle regarda Julien avec un mépris total. « Quand nous retournerons aux États-Unis, tu trouveras les papiers du divorce qui t'attendront. C'est fini pour toujours. » La soirée s'est terminée avec Julien et Valérie signant des documents, rendant des clés, avouant leur crime devant la caméra de Monique et promettant de rembourser tout l'argent volé. Mais pour moi, le plus important n'était pas la justice ou l'argent récupéré, c'était d'avoir retrouvé ma voix, d'avoir récupéré ma dignité et de savoir que ma fille était de nouveau mienne, pour toujours. 2 semaines après ce jour terrible et libérateur, Amélie et moi étions debout devant une petite maison charmante, dans un quartier tranquille du centre-ville. Elle avait des murs blancs fraîchement peints, un jardin à l'avant rempli de fleurs, aux couleurs vives, et une porte bleue qui brillait sous le soleil du matin. « Elle est à toi, maman, » me dit Amélie, les yeux pleins de larmes de bonheur. « C'est ta vraie maison, achetée avec de l'argent honnête, à ton nom, où personne ne pourra plus jamais te faire de mal. » Monique était avec nous, portant un sac rempli de plantes qu'elle avait apportées de son jardin pour m'aider à décorer ma nouvelle demeure. Au cours de ces 2 semaines, elle était devenue plus qu'une amie. Elle était la sœur que je n'avais jamais eue, l'allié qui m'avait rendu l'espoir. « Nathalie, » me disait-elle pendant que nous plantions des rosiers près de la fenêtre du salon, « cette maison sera le témoin de ta nouvelle vie. Ici, tu seras heureuse comme tu le mérites. » La maison avait 2 chambres, une cuisine spacieuse avec tous les appareils neufs, une salle de bain complète avec une douche à l'eau chaude abondante, et un salon où le mobilier qu'Amélie avait acheté spécialement pour moi
s'intégraient parfaitement. Tout sentait le propre, le neuf, les possibilités. Le matin, je me réveillais dans mon lit confortable, avec des draps doux et des oreillers moelleux, et pendant un instant, je pensais rêver. Amélie avait pris 1 mois de vacances de son travail pour rester avec moi et s'assurer que je m'adapte bien à ma nouvelle vie. Nous avions établi une belle routine. Nous déjeunions ensemble à la table de la cuisine en planifiant la journée. Nous allions au marché acheter des ingrédients frais pour cuisiner de délicieux repas, et l'après-midi, nous nous asseyions dans le jardin pour parler de tout ce que nous avions perdu pendant ces 3 années de séparation forcée. « Maman, » me disait Amélie pendant que nous préparions le déjeuner, « je veux que tu saches que je ne permettrai plus jamais à personne de s'interposer entre nous. Je t'appellerai tous les jours. Nous parlerons en visioconférence et je viendrai te rendre visite tous les 3 mois sans faute. » Sa voix était ferme, comme si elle prêtait un serment sacré. L'argent volé avait été presque entièrement récupéré. L'avocat qu'Amélie avait engagé était un homme d'âge mûr, expérimenté dans les cas de fraude familiale, et il avait travaillé avec une efficacité impressionnante. Julien et Valérie avaient été contraints de vendre les propriétés qu'ils avaient achetées avec l'argent volé, de rembourser tout ce qu'ils avaient dépensé et de payer des dommages et intérêts supplémentaires pour la souffrance causée. « Madame Salinas, » m'avait dit l'avocat lors de notre dernière réunion, en plus de l'argent récupéré, Julien devra vous verser une pension mensuelle pendant 5 ans en compensation des dommages moraux. Valérie perdra sa maison car elle est hypothéquée avec les dettes qu'elle a contractées en dépensant l'argent volé. La justice est parfois lente, mais quand elle arrive, elle est complète. Julien avait tenté de contacter Amélie plusieurs fois, lui envoyant des messages désespérés où il implorait une seconde chance, promettait de changer, inventait de nouvelles excuses pour justifier l'injustifiable. Mais Amélie avait complètement changé. La femme naïve et bourreau de travail, qui avait été manipulée pendant des années, était devenue quelqu'un de fort, de déterminé, incapable d'être trompée à nouveau. « Lis ça, maman », me dit Amélie un après-midi en me montrant le dernier message de Julien sur son téléphone. Il dit que Valérie l'a séduit, qu'il est aussi une victime, que tout était son idée. Peux-tu croire à une telle lâcheté ? Jusqu'à la fin, il continue de mentir. Amélie avait bloqué son numéro après cela et avait entamé les procédures de divorce qui lui donneraient la liberté totale de commencer une nouvelle vie. Valérie avait disparu du quartier 1 semaine après avoir été démasquée. Les voisins racontaient qu'elle était partie à l'aube, n'emportant que ce qui tenait dans 2 valises, laissant derrière d'elle la maison où j'avais tant souffert. Monique avait vu un camion emporter les meubles saisis par ordre de justice et m'avait dit avec satisfaction : « La justice divine existe, Nathalie. Ceux qui font le mal finissent tôt ou tard par en payer les conséquences. » Ma nouvelle routine incluait des choses que j'avais oubliées possibles. J'achetais au marché sans compter les pièces, choisissant les fruits les plus frais et la viande de la meilleure qualité. Je cuisinais des repas complets avec des légumes, des protéines et des desserts. J'avais des médicaments neufs et efficaces pour contrôler ma tension artérielle. J'avais acheté de nouveaux vêtements, des chaussures confortables, et je m'étais même fait une coupe de cheveux qui me faisait me sentir renouvelée. « Regarde, maman », me disait Amélie, en m'apprenant à utiliser une tablette qu'elle m'avait offerte. « Nous pourrons parler tous les jours, même si je suis aux États-Unis. Nous pourrons nous voir, tu pourras connaître mes amis, voir mon bureau. Tu ne seras plus jamais seule ou déconnectée. » Monique venait me rendre visite tous les jours, apportant du café frais et des histoires du quartier. Elle me racontait comment les voisins commentaient ma transformation, comment ils admiraient ma dignité pendant toutes ces années de souffrance, comment ils célébraient le fait que j'ai enfin obtenu justice. « Nathalie, » me disait-elle, « tu es un exemple pour toutes les femmes qui ont été abusées et qui ont gardé le silence. Ton histoire inspirera d'autres à chercher de l'aide. » Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes du jardin, j'ai vu une voiture connue s'arrêter devant ma maison. C'était Monsieur Dubois, le voisin qui avait été présent au déjeuner de la voiture où la vérité avait été Madame Martin, tous deux portant des plats recouverts de serviettes en tissu.
Madame Salina, me dit M. Dubois en retirant respectueusement son chapeau. Nous venons vous présenter nos excuses. Pendant toutes ces années, nous avons vu que quelque chose n'allait pas, mais nous n'avons rien dit. Nous pensions que ce n'était pas notre affaire, que peut-être vous aviez choisi de vivre ainsi. Nous nous sentons coupables de ne pas avoir parlé plus tôt. Madame Martin s'est approchée et m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. Nathalie, nous avons apporté des quiches et une soupe de poulet. Nous voulons être vos vrais amis, pas seulement des voisins qui se saluent de loin. Nous voulons que vous sachiez que vous avez maintenant une communauté qui vous soutient et vous aime. Le soir, je m'asseyais dans mon salon pour lire les lettres qu'Amélie m'écrivait de New York. Des lettres pleines de projets pour l'avenir, d'amour retrouvé, de promesses tenues. Elle m'écrivait sur ses nouveaux projets au travail, sur les amis qu'elle voulait me présenter, sur les voyages que nous ferions ensemble quand je me sentirais prête. « Maman, disait l'une de ses lettres, j'ai appris que le travail ne doit jamais passer avant de la famille. J'ai demandé un horaire plus flexible pour pouvoir t'appeler tous les jours et te rendre visite plus souvent. Je ne permettrai plus jamais que quoi que ce soit ou qui que ce soit s'interpose entre nous. Tu es la personne la plus importante de ma vie. » Un soir, alors que je préparais mon dîner dans ma nouvelle cuisine, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. J'avais perdu 3 ans de ma vie. J'avais subi des humiliations terribles. J'avais été au bord du désespoir total, mais j'avais aussi découvert une force intérieure que je ne savais pas posséder. J'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, pour exiger la justice, pour réclamer sa dignité. Monique avait encadré une photo qu'elle avait prise le jour de mon emménagement dans ma nouvelle maison. Sur l'image, je suis debout dans le jardin, souriant d'un bonheur authentique que je n'avais pas ressenti depuis des années. Cette photo, m'avait-elle dit, est la preuve que les cauchemars peuvent me prendre fin et que les rêves peuvent devenir réalité, peu importe l'âge que l'on a. Ce soir-là, avant de dormir dans mon lit confortable, dans ma propre maison, dans ma nouvelle vie, j'ai pensé à toutes les femmes qui vivaient peut-être ce que j'avais vécu. J'ai décidé que, lorsque je serai complètement rétablie, je chercherai un moyen de les aider, de leur raconter mon histoire, de leur montrer qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le silence de ma nouvelle maison n'était pas le silence vide et triste de la remise de Valérie. C'était un silence rempli de paix, de sécurité, de possibilités infinies. C'était le silence d'une femme qui avait retrouvé sa place dans le monde et était prête à vivre le reste de sa vie avec la dignité qu'elle avait toujours méritée. 6 mois après mon emménagement dans ma nouvelle maison, je préparais un déjeuner spécial qui marquerait la fin de ce cauchemar et le début définitif de ma nouvelle vie. Amélie était revenue de New York pour rester 1 semaine entière avec moi et nous avions invité Monique, Monsieur Dubois, Madame Martin et d'autres personnes du quartier qui étaient devenues ma nouvelle famille choisie. La table était dressée avec le service de vaisselle qu'Amélie m'avait offert. Des fleurs fraîches du jardin décoraient le centre et l'arôme de mon fameux coq au vin remplissait toute la maison. « Maman, je n'arrive pas à croire à quel point tu as l'air différente, » me disait Amélie en m'aidant à servir le repas. « Pas seulement physiquement, mais dans ta façon de marcher, de parler, de rire. C'est comme si tu étais née de nouveau. » Et c'était vrai, j'avais repris du poids jusqu'à atteindre un niveau sain. Mes cheveux brillaient après des mois de bonne alimentation, et mes yeux avaient retrouvé cette étincelle de joie que je croyais perdue à jamais. Au cours de ces mois, j'avais développé une routine qui me remplissait de buts et de satisfaction. Le matin, je travaillais dans mon jardin, qui était devenu le plus beau de tout le quartier. J'avais des roses de toutes les couleurs, un potager où je cultivais mes propres légumes, et même une petite serre où je faisais pousser des plantes médicinales que j'offrais aux voisins quand ils tombaient malades. Les mardis et jeudis après-midi, j'avais commencé à visiter un centre social où j'aidais d'autres femmes âgées qui avaient vécu des situations similaires à la mienne. « Madame Salinas, » m'avait dit la directrice du centre, « votre histoire a inspiré de nombreuses femmes à chercher de l'aide. Votre témoignage est puissant car il montre qu'il n'est jamais trop tard pour réclamer sa dignité. Je me souviens quand je suis arrivée ici,
disais-je aux femmes lors de nos réunions hebdomadaires, pensant que ma vie était finie, que je ne servais plus à rien, que j'étais un fardeau pour ma fille. Mais j'ai appris que tant que nous sommes en vie, nous avons le droit d'être heureuses, d'être respectées, d'être aimées comme nous le méritons. L'une des femmes qui me touchait le plus était Madame Rose, une dame de 75 ans dont le fils l'avait abandonnée dans une maison de retraite après avoir vendu sa maison et gardé l'argent. « Nathalie, me disait-elle, les larmes aux yeux. Écouter votre histoire m'a donné le courage de dénoncer mon fils. Je pensais que c'était normal, que c'était mon destin de souffrir en silence. » Amélie avait religieusement tenu sa promesse de m'appeler tous les jours. Nos conversations en visioconférence étaient devenues le moment le plus attendu de chaque journée. Elle me parlait de son travail, de ses nouveaux amis, des projets qu'elle avait de me rendre visite. Et je lui parlais de mes plantes, des femmes, du centre social, des livres que j'avais commencé à lire maintenant que j'avais le temps et la tranquillité. « Maman, m'avait-elle dit la semaine précédente lors d'un de nos appels, j'ai pensé à revenir m'installer ici. Je veux être près de toi. Je veux rattraper tout le temps que nous avons perdu. » Sa proposition m'avait émue aux larmes, mais m'avait aussi fait réfléchir à combien nous avions toutes les deux grandi pendant ces mois. « Ma chérie, lui avais-je répondu, j'adorerais t'avoir près de moi, mais je ne veux pas que tu sacrifies ta carrière pour moi. Maintenant, je sais que je vote bien, que je peux prendre soin de moi, que j'ai une communauté qui me soutient. Viens quand tu peux, reste le temps que tu veux, mais ne change pas ta vie à cause du passé. L'argent récupéré du vol avait été judicieusement investi avec l'aide du même avocat qui avait traité mon affaire. J'avais un compte d'épargne qui me donnait une tranquillité d'esprit financière, un investissement qui me fournissait des revenus mensuels suffisants pour vivre confortablement. Et j'avais créé un fonds spécial pour aider d'autres femmes dans des situations similaires à celles que j'avais vécues. Madame Salina, m'avait dit le comptable qui gérait mes finances, avec cette stabilité économique, vous pouvez vivre dignement pour le reste de votre vie sans dépendre de personne. C'est une liberté que très peu de personnes de votre âge parviennent à atteindre. Monique avait tenu sa promesse d'être mon amie inconditionnelle. Tous les jours, elle venait prendre le café avec moi dans le jardin, apportant des histoires du quartier, des nouvelles des anciens voisins, et toujours un petit cadeau. Une nouvelle plante, un livre intéressant, ou simplement sa compagnie chaleureuse et réconfortante. « Sais-tu ce qui me donne le plus de joie dans toute cette histoire ?» m'a demandé Monique cet après-midi-là, alors que nous attendions les invités du déjeuner. « C'est de voir comment tu es devenue une leader, quelqu'un qui inspire d'autres femmes. Tu n'es plus la victime effrayée qui vivait dans la remise. Maintenant, tu es Nathalie Salinas, la femme qui s'est défendue et a gagné. » Les nouvelles de Julien et Valérie arrivaient occasionnellement par des connaissances communes, et chacune confirmait que la justice avait suivi son cours. Julien avait perdu son travail lorsque son employeur avait appris le scandale. Il avait dû vendre sa voiture et déménager dans un petit appartement pour pouvoir payer ses dettes et la compensation qu'il me devait. Sa réputation était détruite, et plusieurs amis communs m'avaient raconté qu'il vivait aigri, blâmant tout le monde, sauf lui-même, pour les conséquences de ses actes. Valérie avait dû quitter la ville après avoir perdu sa maison, et que tous ses voisins aient connu son histoire. Certains disaient qu'elle travaillait comme femme de ménage dans une ville lointaine, nettoyant les maisons des autres, comme je l'avais fait toute ma vie. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Elle vivait maintenant la vie précaire qu'elle avait été complice de m'imposer. Je ne ressens pas de satisfaction de leur souffrance, avais-je avoué à Amélie, mais je sens que justice a été faite. Les actions ont des conséquences, et ils vivent maintenant les conséquences de leurs décisions. Lorsque les invités sont arrivés pour le déjeuner, la maison s'est remplie de rires, de conversations animées et de la chaleur des gens et nous a régalés de chansons traditionnelles. Madame Martin avait préparé sa fameuse tarte tatin en dessert. Et Monique avait invité 2 des femmes du centre social qui avaient trouvé la force de changer leur propre situation après avoir entendu mon histoire. « Je voudrais porter un toast », a dit Amélie, alors que nous servions le dessert, levant son verre de jus de fruits. « À ma mère, Nathalie Salinas,
la femme la plus courageuse que je connaisse, pour avoir trouvé la force de dire la vérité quand il était plus difficile de se taire, pour avoir prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et pour nous avoir appris, ajouta Monique en levant également son verre, que la vraie famille n'est pas celle qui partage le sang, mais celle qui partage l'amour, le respect et la loyauté. Nathalie, tu as créé une belle famille de personnes qui t'apprécient à ta juste valeur. Après le déjeuner, alors que les invités étaient partis et qu'Amélie et moi lavions de la vaisselle ensemble, ma fille m'a pris les mains et m'a regardé dans les yeux avec cette intensité qu'elle avait héritée de son père. « Maman, il y a quelque chose que je veux te dire et que je n'ai jamais pu exprimer complètement. »« Dis-moi, mon amour, » lui ai-je répondu, sentant mon cœur se remplir de cette paix profonde que seuls les moments de véritable connexion avec les personnes que nous aimons peuvent nous donner. Pardonne-moi de ne pas m'être rendu compte plus tôt de ce qui se passait. Pardonne-moi d'avoir fait confiance à Julien sans vérifier que tu allais vraiment bien. Pardonne-moi d'avoir tant travaillé que je n'ai pas eu le temps d'écouter vraiment ta voix, de percevoir ta tristesse au téléphone. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de libération. « Amélie, » lui ai-je dit en prenant son visage entre mes mains, « il n'y a rien à pardonner. Les manipulateurs sont des experts pour tromper, pour séparer les familles, pour créer des doutes et de la confusion. L'important n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que nous avons appris. Nous avons appris que notre amour est plus fort que n'importe quel mensonge, que notre lien peut survivre à n'importe quelle séparation forcée. » Cette nuit-là, après qu'Amélie se soit couchée dans la chambre d'amis que j'avais décorée spécialement pour ses visites, je me suis assise dans mon jardin sous les étoiles pour réfléchir au chemin parcouru. J'étais passée d'une femme brisée, humiliée, vivant dans des conditions indignes, à une femme respectée, économiquement indépendante, entourée de personnes qui m'estimaient. Mais plus important que les changements extérieurs était la transformation intérieure. J'avais retrouvé ma voix, mon estime de moi, ma capacité à me défendre. J'avais appris que l'âge n'est pas une limite pour exiger la justice, que la vraie famille se construit avec des actions et non avec des mots, qu'il y a toujours de l'espoir tant que nous sommes en vie. En entrant dans ma maison ce soir-là, je suis passée devant le miroir du couloir et je me suis arrêtée pour me regarder. La femme que le miroir me renvoyait n'était plus la Nathalie effrayée et vaincue de la remise. C'était une femme de 69 ans, aux yeux brillants, au sourire authentique et à la posture droite de quelqu'un qui a retrouvé sa place dans le monde. « Nathalie Salinas, » me suis-je dit à mon reflet. « Ta nouvelle vie ne fait que commencer. Tu as la santé, tu as des ressources, tu as de l'amour et tu as un but. Le reste de tes années sera le meilleur de ta vie. » Et en éteignant la lumière de ma chambre, en me couchant dans mon lit confortable, dans ma propre maison, entourée du silence paisible d'une vie digne, j'ai su que ces mots n'étaient pas seulement un souhait, mais une promesse que je m'étais faite à moi-même et que j'étais déterminée à tenir.